Bonjour, alors on fait un point sur les marchés comme régulièrement. Donc vous avez l'habitude maintenant, on vous affiche l'évolution de la bourse américaine depuis 1990 et donc vous voyez que la bourse américaine est un tout petit peu au-dessus de sa droite de régression. Donc elle est un tout petit peu chère, mais à peine, hein. Je veux dire, on n'est pas du tout très surévalué. Si je prends l'indice CAC, vous voyez qu'on a rebondi sur la droite, sur un écart type à la baisse et qu'on est entre un écart type à la baisse et la droite de régression, donc on est un petit peu sous-évalué. Mais dans les deux cas, on est dans des zones normales pour investir, un tout petit peu surévalué pour la bourse américaine, un peu sous-évalué pour la bourse française. Voilà. Donc on peut, dans ce cadre-là, avoir une recherche de titres intéressants à long terme. Il n'y a pas de contre-indication à l'investissement, comme il pouvait y avoir en l'an 2000 sur le CAC 40. Voilà. Alors tout de même un point à signaler, et ça c'est intéressant, c'est que ce point haut de l'an 2000, c'était il y a 19 ans. Et à ce moment-là, l'indice CAC était à 7000. Et aujourd'hui, nous sommes à 5000. Or, je vous dis ça de mémoire, mais je crois que je suis même presque sûr, c'est la première fois sur l'indice de la bourse française qu'on n'a pas retrouvé le plus haut 17 ou 18 ans après un précédent point haut. C'est-à-dire, je crois que même le point haut 1929, on l'a retrouvé en moins de 17 ans. Et en tous les cas, depuis l'après-guerre, une telle distance entre un point haut et son rattrapage ne s'était, à ma connaissance, pas vue. Et donc, ça veut probablement dire que ce point haut de 2000, il était vraiment très très surévalué. Et d'ailleurs, je crois qu'en 1929, la bourse de Paris n'avait pas été aussi surévaluée. La bourse américaine l'avait été, hein, mais la bourse de Paris, je ne crois pas. Donc ce qui explique qu'il y ait cette longueur, mais bon, on est tout de même dans une anomalie historique, donc ça veut dire que la probabilité qu'on retrouve l'indice CAC autour de 7000 dans les années qui viennent, voire même plus rapidement, à mon avis est assez élevée. Voilà, pour mettre un peu de baume au cœur pour les investisseurs. Bon, alors, ce qu'on vous a déjà signalé et que nous souhaitons répéter sur Hibou, c'est que c'est bien d'avoir une vue de loin des choses, mais de temps en temps, c'est bien d'aller regarder d'un peu plus près. Et si on regarde d'un peu plus près les marchés, eh bien, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une dichotomie dans les marchés, hein, on vous l'a déjà dit, entre des titres qui sont chers et des titres qui sont bon marché. Et on vous donne un exemple ici. Vous voyez, Dassault Systèmes est à 37 fois et demi les résultats attendus par les analystes en 2019, alors que AXA est à 7,3 fois les résultats 2019 attendus. Le rendement pour Dassault Systèmes, c'est 0,6%. Le rendement du coupon pour AXA, c'est 7,3%. Bon, alors, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas justifié, hein. Dassault Systèmes est une entreprise magnifique, mais elle est cher payée. En revanche, vous voyez AXA, qui est également une très belle entreprise, hein, numéro 2 mondial de l'assurance, 7,3% de rendement coupon. C'est considérable parce qu'il suffit d'avoir 2, 3, 4% de hausse de l'action par an, c'est-à-dire un peu plus que l'inflation, à peu près comme le PNB mondial, ce que devrait faire AXA logiquement, pour avoir plus de 10%, vous voyez, autour de 10, voire plus de 10% de rentabilité pour l'investisseur par an. C'est une très élevé, hein, je veux dire, avec ça on double un capital tous les 7 ans. Donc vous voyez, c'est intéressant et ça pose même la question, pourquoi est-ce qu'on en est là? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a ce tel différentiel? Eh bien on l'a parce qu'on a des taux d'intérêt très bas. Donc ça veut dire qu'il y a probablement peu de croissance à attendre et peu d'inflation à attendre. Et donc vous comprenez, dans ce contexte, les marchés financiers actions vont privilégier les sociétés qui ont une croissance autonome, hein, une croissance indépendante de la croissance du PNB, exactement de ce système. Et donc, ils vont survaloriser ces sociétés et pas faire tellement attention aux coupons qu'ils versent, puisque le coupon sur le marché obligataire, le rendement sur le marché obligataire est très faible. Et ils vont également favoriser la visibilité, hein.
Donc si vous êtes comme Dassault Systèmes, vous avez une croissance autonome avec une très forte visibilité parce que vous êtes leader mondial de très loin, très bien géré, un bilan en or, etc., eh bien on vous paye très cher. Mais bon, c'est peut-être justifié, même probablement, mais AXA est même très très peu payé hein, en contrepartie, comme on vous l'a dit, et donc il faut bien que vous autres qui utilisez Hibou, vous compreniez ça, c'est que ça constitue des opportunités, de belles occasions d'investissement du simple fait du rendement. Donc cette classe de société est un peu délaissée, trop délaissée, pensez-vous, par le marché. Et donc on peut en tirer profit. Et puis en plus, c'est une classe d'actions sur laquelle il devrait se passer des choses. Parce que vous comprenez, si on dit qu'il ne va pas y avoir de croissance, eh ben, sur les sociétés type AXA, etc., si elles n'ont pas de croissance, elles vont aller en chercher, c'est le job de leur management, de leur direction. Et donc à ce moment-là, si elles ne trouvent pas sur les marchés, elles vont aller en chercher sur les marchés financiers en faisant des acquisitions. Hein. Elles n'ont pas de croissance interne, elles vont chercher de la croissance externe. Et donc il va se passer des choses. Hein, c'est très intéressant. Si le marché obligataire a raison, il va se passer des choses sur cette classe d'actions et on va vous donner 3 exemples qui ne vont pas nécessairement se réaliser, mais c'est 3 exemples de choses possibles. Alors prenons par exemple le marché de l'automobile. Vous savez que le marché de l'automobile est difficile en ce moment. Eh bien justement, ça pourrait donner l'occasion à Peugeot de faire une OPA ou une fusion avec Renault. Pourquoi? Eh bien d'abord, vous savez, Nissan a beaucoup dit dans le cadre de l'alliance, mais ce n'est pas normal, il y a une alliance entre moi et Nissan qui pèse 2 fois le poids de Renault, alors que j'ai que 15% de Renault et que Renault a 40% de moi, de Nissan. Bon, 43,4 pour être précis. Bon, ben, ça tombe bien. S'il y avait une fusion Peugeot-Renault, eh ben, ils auraient à peu près le même poids que Nissan. Donc ça rééquilibrerait et justifierait l'alliance. Mais ce n'est pas la seule chose. C'est que Peugeot a beaucoup de qualités, mais quelques faiblesses. Et précisément, Renault est fort là où Peugeot est faible. Regardons ça d'un peu plus près. Bon, Peugeot est faible dans la voiture électrique. Eh bien, Renault est leader mondial de la voiture électrique. Peugeot est faible dans le segment des voitures low cost. Et c'est important les voitures low cost parce que c'est un segment qui progresse, qui croît assez fortement et qui est notamment important pour la percée dans les pays émergents. Eh bien, ça tombe bien. Renault est leader mondial dans les voitures low cost. Peugeot est faible en Amérique latine. Ah, il a une part de marché ils sont mal positionnés. Ils ont une part de marché assez importante, mais trop faible pour gagner de l'argent. Ah ben ça tombe bien. Renault a une très belle part de marché en Amérique latine, et précisément en Argentine et au Brésil, là où est Peugeot. Et donc, si on fusionnait Renault-Peugeot en Amérique latine, on aurait vraiment un acteur important du marché et très rentable. Peugeot est très faible en Russie. Ils ont investi dans une usine, de mémoire, ça leur a coûté 1 milliard d'euros. Et donc, vraiment, ça a été un mauvais investissement. Ah ben, ça tombe bien. Renault est leader sur le marché russe. Vous voyez qu'il y aurait beaucoup d'intérêt pour Peugeot à faire cette alliance ou cette acquisition de Renault. Et puis, c'est peut-être le point le plus important. Vous savez, chez Hibou, on pense que les parts de marché, c'est très important pour avoir de la rentabilité dans la plupart des secteurs, mais très spécialement dans le secteur automobile. Et il faut raisonner au niveau continental. Et bien, vous voyez, au niveau européen, le leader du marché européen, c'est Volkswagen, avec 25% du marché à peu près. Enfin, plutôt entre 24 et 25%. Bon. Eh bien, Peugeot, depuis l'acquisition d'Opel, ils ont 16% du marché, ils sont numéro 2. Et Renault, ils ont 10% du marché. Vous voyez que si Peugeot mangeait Renault, ils auraient 26% du marché, ils seraient leaders sur le marché européen, 1 ou 2 points de part de marché devant Volkswagen. Vous voyez, ce serait vraiment une belle opération de rentabilité également sur ce plan-là. Alors, est-ce que c'est faisable en termes capitalistiques? Oui, c'est très très faisable, puisque vous voyez, la capitalisation boursière de Renault, c'est 16 milliards d'euros, et rien qu'à lui seul, Peugeot a 8 milliards d'euros de trésorerie. Donc rien qu'avec sa trésorerie pour acheter la moitié de la capitalisation de Renault. Et puis, Renault lui-même a 3,5 milliards de trésorerie qui pourrait être incorporée dans la trésorerie de Peugeot si Peugeot mangeait Renault.
Donc vous voyez, et puis la capitalisation boursière de Peugeot est de 14,5 milliards contre 16 milliards pour Renault. Donc vous voyez, il pourrait y avoir une PA payable moitié en titres, moitié en numéraire, voilà, on peut tout imaginer, mais bon, ça fonctionne bien. Alors vous pourriez dire, oui, mais il y a le fait que l'État est actionnaire et de Peugeot et de Renault, ce serait compliqué. Mais non, précisément. Peugeot a à peu près 15% de Renault et 12,2% de Peugeot. Ben, si Peugeot mangeait Renault, l'État français pourrait vendre ses actions dans Renault, dégager du cash, des liquidités dont il a besoin, et puis monter un peu en puissance dans Peugeot pour être à 15%. Vous voyez, bon, je ne sais pas si c'est faisable parce qu'il y a des accords capitalistiques qui ont été noués au moment de l'entrée de Dongfeng dans Peugeot, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais grosso modo, voilà, c'est jouable. Ah, ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais ça veut dire que c'est une opportunité possible parmi d'autres. Alors prenons un autre secteur dans lequel il pourrait se passer des choses et dans lequel les titres actuellement sont payés pas cher, c'est les télécoms. Bon, prenons les télécoms. Pourquoi est-ce que les télécoms c'est intéressant? Parce que si vous voulez, les télécoms, il y a 4 acteurs en France, alors que dans la plupart des autres marchés, il y a plutôt 2 ou 3 acteurs. Alors même que le marché français est petit, hein. Et sur le marché américain, il y a 4 grands acteurs de mémoire, ou 3, bon, ouais, un marché gigantesque. Donc ça crée une concurrence très forte. Bon, les tarifs en France de téléphonie mobile, et ça vous ne le savez peut-être pas, mais à la fois pour vos boîtes Internet et puis pour le téléphone, sont parmi les plus bas d'Europe. Hein. C'est à peu près, de mémoire, 2 fois moins cher le téléphone en France qu'aux États-Unis. À qualité équivalente, bien entendu. Or, l'État français, enfin l'ARCEP, a demandé aux entreprises de télécom d'investir dans le réseau de fibre optique pour avoir du haut débit. Hein, c'est important. Mais c'est un investissement très lourd. Alors, on est vraiment en train de le réaliser, donc c'est très très bien, mais bon, c'est lourd. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la 5G, voilà, c'est très très important pour le développement d'un pays. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important? Eh bien, c'est que la 5G permet ce qu'on appelle la réalité virtuelle ou la réalité augmentée mobile. Voilà, donc ça c'est très important. Sans 5G, on n'a pas de réalité virtuelle ou augmentée sur son mobile. Bon. Mais ça permet également l'industrie 4.0. Hein. L'industrie 4.0, c'est l'industrie moderne où vous avez des robots qui utilisent le big data, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc. Bon, bah, tout ça, pour que ça fonctionne bien, il faut de la 5G. Si vous voulez avoir des objets connectés ou une voiture autonome, il faut de la 5G. Si vous voulez avoir ce qu'on appelle de la smart city, hein, la gestion des villes, des grandes villes, des mégalopoles, par une intelligence informatique qui puisse bien gérer les réseaux de chaleur, d'eau, de tout, de trafic, il faut de la 5G. Donc vous voyez, un pays qui a de la 5G, il va avancer très vite dans la nouvelle révolution industrielle. Un pays qui n'a pas de la 5G, il va être en retard. Donc l'État français, il est conscient de ça, l'ARCEP est consciente de ça, elle l'a dit. Et qu'est-ce qu'elle veut, l'ARCEP? Elle veut que le plus vite possible, on ait la 5G en France pour ne pas être industriellement dépassé. Or, on ne peut pas demander aux opérateurs à la fois de financer la fibre et la 5G en leur donnant des conditions concurrentielles qui sont les plus dures au monde. Enfin, au monde, j'exagère, mais parmi les plus dures dans les pays développés. Bon. Donc, ça veut dire que tout se met en place pour qu'il y ait une réduction du nombre d'opérateurs en France de 4 à 3 et que l'ARCEP va être d'accord, voire pousser à cette opération. Et donc, quel est le maillon faible? Eh ben, c'est SFR, parce que Altice, la maison mère, est trop endettée. Donc, on va probablement, voilà, c'est ce que pense Cibou, on peut avoir une opération dans les télécoms. Alors, est-ce que c'est SFR qui va se rapprocher de Free? Est-ce que c'est SFR qui va se rapprocher de Bouygues? Est-ce que c'est Free qui va se rapprocher de Bouygues? On ne sait pas. Mais a priori, il va y avoir une opération. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a tout de même eu une alliance entre Bouygues et SFR sur les réseaux. Donc, c'est un pas en avant qui a été fait. Donc, c'est peut-être ça qui va se faire. Peu importe, il va se passer quelque chose. Hein. Comme sur l'automobile, voilà une deuxième piste. Vous voyez comme c'est intéressant. Allez, on en voit une troisième pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les marchés. Bon, une troisième, eh ben, c'est le secteur bancaire.
le secteur bancaire, il est très très bas en bourse en ce moment, il est très malmené, précisément parce que les taux d'intérêt sont bas, bon, parce que les exigences réglementaires sont hautes, mais on est à un moment où même les fonds propres des banques sont pléthoriques, ils n'ont jamais été aussi importants, la surveillance des bilans est à son maximum, les conditions de marché sont très difficiles, donc on a des niveaux de valorisation très bas sur des conditions très difficiles. Bon, on n'est probablement pas très loin d'un point bas sur le secteur bancaire. On ne l'a pas encore étudié à fond chez Hibou, donc on vous en reparlera mieux plutôt dans quelques mois. Mais bon, à titre d'idée, voilà, il pourrait y avoir une fusion. Et s'il devait y avoir une fusion dans le secteur bancaire, précisément parce que le contexte est difficile et que les banques veulent trouver des sources de synergie et d'économie, eh bien ce serait entre la BNP et la Société Générale. Et ce serait une fusion très intéressante. Pourquoi ? Eh bien parce que vous voyez, la BNP est un peu faible dans la banque de marché, hein, comme on l'a vu dans les derniers résultats. Ils ont beaucoup investi dans la banque de marché, notamment au moment où Lehman est tombé, ils ont dû se dire qu'il y avait une place à prendre, mais ils n'ont pas la taille. Alors, ils n'ont pas la rentabilité adéquate, alors que la Société Générale est plus importante, notamment dans les dérivés actions. Et vous comprenez qu'une fusion des deux permettrait de faire énormément d'économies, prendre des parts de marché, d'être plus fort vis-à-vis de la concurrence américaine. Dans la banque de détail en France, c'est la même chose. Il y a peut-être trop d'agences BNP et Société Générale. Si on pouvait les fusionner, vous voyez, une fusion des banques de détail, c'est très intéressant parce qu'on pourrait avoir moins de personnel au kilomètre carré, moins d'immobilier au kilomètre carré. Et puis, c'est un peu les mêmes systèmes informatiques. Les budgets informatiques sont très lourds hein, dans les banques. Vous voyez, on pourrait faire une économie. Au lieu d'avoir 2 budgets informatiques, on en aurait un. Donc, on va avoir une très grosse source d'économie. Et puis, ça pourrait être intéressant également pour les extensions bancaires en Afrique et en Méditerranée. Bon, les deux banques et la BNP, autrefois par l'ancienne filiale BNP Intercontinental, et la Société Générale sont très présentes en Afrique et en Méditerranée. Et donc, la fusion des deux réseaux bancaires dans ces régions, là aussi, ça aura un impact important. Dans beaucoup de pays, ça ferait passer les banques de la 3e ou 4e place à la 2e ou la 1re place. Et donc là aussi, ça rentabiliserait ce réseau international qui a une vocation à croître assez fortement, comme on le voit dans les résultats des banques. Donc ce serait très bon aussi. Et la même chose pour la présence en Europe de l'Est. Bon, ça renforcerait, vous savez que la CGA est bien présente en Europe de l'Est, dans des pays comme la Tchéquie ou dans des pays comme la Russie ou la Roumanie. Hein, ils ont des banques très importantes. Et ça manque un peu à la BNP et ça la permettrait de se renforcer là-dedans. Vous voyez, ce serait vraiment très très intéressant pour la BNP de mettre la main, de fusionner hein, avec la Société Générale. Alors je vous donne un exemple très simple, parce que tout ça c'est des mots, mais c'est bien de chiffrer un petit peu. Bon, la BNP est présente dans la conservation de titres. Vous savez, la conservation de titres, c'est qu'on conserve les titres, les actions, les obligations dans le monde entier pour d'autres banques, d'autres compagnies d'assurance. Voilà. C'est tout un métier. Et la BNP est numéro 1 en Europe. Ils ont 9 000 milliards, c'est considérable, 9 000 milliards de titres conservés pour des tiers. Mais vous voyez, le leader mondial, c'est un Américain, c'est State Street. Et State Street, ils ont 29 000 milliards d'euros de titres conservés. Donc vous voyez, c'est des économies d'échelle que BNP n'a pas. Donc BNP a beau être le premier européen, ils sont loin derrière les Américains. Hein, et donc BNP n'est que 4e mondial. Et vous voyez, la Société Générale elle est encore plus petite. Alors vraiment, elle est mal positionnée, la Société Générale dans ce métier. Ils ont 4 000 milliards d'euros. Donc si on fusionnait les deux, on aurait tout de même 13 000 milliards d'euros. On sera encore loin de la position des banques américaines. Mais ça permet, si vous voulez, de mettre en valeur à quel point les banques européennes sont encore faibles vis-à-vis des grandes banques mondiales, américaines aujourd'hui, chinoises demain. Voilà, et donc ces consultations sont nécessaires. Donc voilà 3 idées. Alors c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les marchés, même dans la partie délaissée des marchés, à la fois par le rendement qu'elles procurent en coupons et par la probabilité d'opérations capitalistiques. Et on vous en a montré 3 qui étaient possibles. Bon,
Alors, évidemment, est-ce qu'elles se réaliseront? Elles devraient se réaliser, ce serait l'intérêt de tous, ce serait l'intérêt de notre pays, ce serait l'intérêt des sociétés. Mais souvent, il y a des problèmes d'hommes. Hein. Il y en a qui vont perdre le pouvoir, donc ils peuvent s'y opposer. Bon. Alors, au-delà de ça, la question qui se pose tout de même, sur ce secteur, comme sur l'ensemble de la bourse, c'est ce qu'on avait dit au départ, on a cette dichotomie en bourse parce que les taux d'intérêt sont bas. Et donc la question qu'il faut se poser, on ne va pas se la poser maintenant, mais on se la posera dans la prochaine vidéo sur les marchés que nous ferons, c'est les taux vont-ils rester bas, hein? Ça c'est la grande question. Et vous verrez qu'on a des éléments de réponse, d'analyse qui sont tout de même intéressants. Alors, à très bientôt avec l'équipe Hibou.